Non, moi je te dis qu'il est impossible de charger une unité d'infanterie bien en place. Le cheval prendra forcément peur. Oh, pas l'argument de l'instinct, il y a d'autres comportements équins qui pourraient expliquer une charge. Non, je regrette, c'est impossible. Mais ça coûte rien de reconsidérer, il y a plein de choses possibles. Tiens, par exemple, est-ce que tu crois que c'est possible qu'on soit tous les deux en même temps sur le plan? Bah non, tu sais très bien que non. Ok, ben regarde. Et voilà. Bon, je veux bien reconsidérer, mais me fais plus jamais des trucs aussi pourris que ça. Aujourd'hui, nous allons continuer à aborder la notion de choc dans le monde hellénique, mais cette fois en nous concentrant sur le choc de la cavalerie. Vous l'aurez compris, ça va de pair avec la vidéo précédente sur les hoplites. Et pour pouvoir en parler, nous allons nous baser sur la bataille de Chéronée, qui a opposé l'armée macédonienne de Philippe II, père d'Alexandre le Grand, à une coalition de cités grecques en 338 avant notre ère. Alors autant vous le dire tout de suite, la question du choc de la cavalerie est très débattue, avec beaucoup d'incertitudes, et on va justement profiter du peu de connaissances qu'on a sur le déroulé de la bataille de Chéronée pour l'aborder. On va commencer par du contexte historique pour se mettre en jambes. Même si ce dernier sera bien limité au vu de la complexité de la géopolitique de la région à l'époque. Déjà commencer par noter que nous sommes une soixantaine d'années après la fin de la guerre du Péloponnèse. Beaucoup de choses ont donc changé. Bref, ne faites pas de lien direct avec le contexte de la vidéo précédente parce qu'il s'en sont passées des choses depuis. Si la Grèce est toujours divisée entre bon nombre de cités-États, un royaume, celui de Macédoine, a connu une expansion fulgurante. En 12 années, de 360 à 348, Philippe II soumet les traditionnels ennemis de la Macédoine, les très puissantes confédérations thessaliennes et chalcidiennes. Les guerres contre les Chalcidiens sont l'occasion de premiers heurts entre Macédoniens et Athéniens, ces derniers ayant des alliés dans le nord de l'Égée. Le conflit s'apaise avec la paix de Philocratès en 346, mais ce n'est que partie remise. Philippe II a également l'occasion d'intervenir dans le cadre de la troisième guerre sacrée auprès des Thébains contre les Phocidiens. Sa victoire lui permet de soumettre la Phocide. Cette affaire est d'une complexité juste indescriptible, et je vous parle même pas du fait qu'en fait les institutions n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer, donc vous allez vous suffire de ça, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir un jour. Bon, notez qu'il fait ça très indirectement sans occuper l'espace avec ses propres troupes. Alliance, diplomatie, dépendance à son pouvoir, confédération thessalienne, conseil amphictyonique, bref, on va pas rentrer dans le détail. Cette entrée de la Macédoine dans le jeu géopolitique des cités grecques bouleverse les équilibres. Le roi de Macédoine, Philippe II, a su réformer efficacement son armée, ce qui explique sa montée en puissance. Mais surtout, son royaume est désormais en conflit direct avec plusieurs cités-États, notamment Athènes. Cette dernière s'inquiète notamment des conquêtes macédoniennes dans la mer Égée, qui remettent en cause sa domination dans la région. En effet, Philippe II parvient finalement à s'emparer de la Ligue chalcidienne et de la Thrace, mais échoue devant Byzance. Le conflit n'est pas inéluctable en soi. Une partie des Athéniens semble avoir une position plutôt passive vis-à-vis des Macédoniens, mais finalement c'est le parti de la guerre qui l'emporte. On va très vite évidemment noter que de toute manière, Philippe II n'a pas l'intention de s'arrêter là. En 338 avant notre ère est déclarée la quatrième guerre sacrée par l'Amphictyonie de Delphes contre Amphissa. Amphissa étant une cité de Grèce centrale, et l'Amphictyonie, une ligue religieuse de plusieurs cités et royaumes veillant à la bonne gestion des sanctuaires, d'où l'idée de guerre sacrée. Or, la Macédoine est également membre de l'Amphictyonie de Delphes, l'occasion rêvée pour Philippe II d'intervenir de nouveau en Grèce centrale et pourquoi pas s'en emparer. Et vu le niveau de menace, quelques cités grecques acceptent de mettre leurs différents côtés pour s'unir contre elle, notamment Athènes et Thèbes en l'occurrence. L'armée de Philippe II s'élance dans la région, mais tous les passages sont bloqués par les Thébains, notamment celui des Thermopyles. Ainsi empêchés, les Macédoniens laissent passer l'hiver, mais parviennent finalement à prendre par surprise une garnison, gagnent un libre passage face aux Phocidiens et obtiennent la soumission d'Amphissa.
Dans le même temps, Philippe II entame une suite de mouvements assez complexes. Leur résultat est sans appel, la défense grecque n'est plus tenable et les armées alliées doivent se replier. C'est à Chéronée qu'ils se rallient et où Philippe II décide de les retrouver. La bataille s'engage en août 338. Bon alors, autant vous le dire tout de suite, le déroulé de la bataille nous est largement inconnu. On n'en a que deux récits, un par Diodore au 1er siècle avant notre ère, soit bien plus tard, et un par Paulien au 2e siècle après. Beaucoup de questions subsistent, tant et si bien que ce que je vais vous présenter est surtout une version, un scénario possible. Bref, on va éviter de surinterpréter. Déjà notons que les deux armées qui se font face sont très différentes. Du côté macédonien, on compte 30 000 fantassins et 2000 cavaliers. La majorité de l'infanterie est composée de phalanges macédoniennes que nous ne détaillerons pas trop ici. Retenez simplement que par rapport aux hoplites du sud, ils ont une lance, la saris, bien plus longue. Leur formation est dense et profonde, et les soldats, bien qu'ils soient des citoyens levés le temps de la campagne, sont expérimentés. La cavalerie, en revanche, en plus des corps habituels, intègre une nouveauté. Relative. Car elle a une composante de choc, armée par une lance nommée Xyston, dont la longueur ne dépassait pas 3 mètres, mais dont la prise se faisait à la base de la hampe. Visiblement, cette cavalerie, et notamment l'unité des compagnons, est bien plus lourde que ses prédécesseurs et cherche le contact. Jusqu'alors, dans l'art de la guerre de la région, les cavaleries étaient centrées sur le harcèlement. Elles tiraillaient l'ennemi, notamment avec des javelots, et ne cherchaient le contact qu'en cas de poursuite ou dans des charges d'opportunité contre une unité pas encore formée. Bref, la cavalerie macédonienne n'a pas la même fonction tactique. Et comme on va le voir, cela soulève des questions sur la réalité de son emploi, voire sur sa faisabilité. En face, les alliés grecs ont l'air légèrement plus nombreux et sont un grand rassemblement de différentes formations hoplitiques classiques, avec les Athéniens, les Thébains, les Boétiens et quelques troupes mercenaires. Dans l'ensemble, les Athéniens ont un niveau d'expérience un peu fluctuant. Les mercenaires, ça va, et les Thébains ont avec eux leur bataillon de 300 hommes d'élite, le bataillon sacré. On peut y rajouter des troupes légères de harcèlement des deux côtés. Donc, la bataille. Les alliés forment une ligne hoplitique classique, avec de gauche à droite les Athéniens, les mercenaires, les Béotiens et les Thébains, et à l'extrême droite le bataillon sacré. Les deux flancs sont couverts avec à gauche des hauteurs et à droite une rivière. En face, une ligne de phalanges macédoniennes avec la droite commandée par Philippe II. Et à gauche, la cavalerie commandée par Alexandre, pas encore grand. Je me permets de ne pas représenter l'infanterie légère. Jusqu'alors, pas de surprise, ceci étant, on n'est pas vraiment sûr qu'Alexandre menait la cavalerie. Il est également possible qu'il ait été à la tête de la gauche macédonienne du côté de l'infanterie. Mystère. La bataille s'engage avec Philippe II qui se confronte aux Athéniens. Visiblement, il opère à un moment un mouvement de repli, aspirant vers lui ses adversaires et les mercenaires. N'étant pas suivi par le reste de la ligne, un trou se forme donc au centre. Bon alors quand je vous dis qu'on ne sait pas trop comment la bataille s'est passée, vous voyez déjà là qu'on en rajoute un peu. On ne sait pas du tout où la ligne se rompt du côté des Grecs. Certaines interprétations proposent que seuls quelques Thébains à l'extrême droite, dont le bataillon sacré, n'auraient pas suivi le reste de la ligne. Et dans ce cas, le trou serait beaucoup plus porté vers la droite que vers le centre. Donc dans cette version, bien moins grave que ce que je vous présente ici. Bref, on ne sait pas. Dans notre version, Alexandre observe le trou formé et s'y engouffre avec sa cavalerie. Le reste de la ligne macédonienne suit pour engager la droite grecque, permettant ainsi de la mettre sous pression, tandis que la cavalerie macédonienne les prend de flanc. Au même moment, Philippe II arrête son repli et fait face aux Athéniens. Trop en difficulté, la droite grecque s'effondre. Les Athéniens finissent également par abandonner au vu du déroulement de la bataille, d'autant plus que Philippe II lance une charge, tandis qu'Alexandre, sa cavalerie et une phalange encerclent et détruisent entièrement le bataillon sacré qui refuse de se rendre. Vous l'aurez compris, la défaite est totale pour les Grecs. On ne connaît pas les pertes macédoniennes et les estimations des pertes du côté des alliés grecs sont à prendre avec des pincettes, mais on serait sur 3000 morts et 2000 prisonniers. Mais ce sont surtout dans les conséquences que la victoire est visiblement totale. Rapidement, Thèbes capitule et Philippe II, en bon négociateur, propose une solution qui ne réduit pas les cités grecques au rang de simples conquêtes. Fin 338, il crée la Ligue de Corinthe, qui voit y adhérer la majorité des cités grecques, à l'exception notable de la Crète, de Sparte et de ses territoires. De fait,
la Ligue est subordonnée à son autorité, mais les cités gardent leur autonomie, tandis que la Macédoine devient la championne de l'unification grecque, le panhellénisme. Voilà, on va s'en suffire parce que ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est l'impact de la cavalerie durant la bataille de Chéronée. Finalement, qu'est-ce que ces cavaliers, les compagnons et Alexandre, ont vraiment été capables de faire? Bon, encore une fois, beaucoup d'inconnus. Certaines versions proposent même que la cavalerie n'aurait fait que vaincre le bataillon sacré, tandis que le reste de la ligne aurait fait son travail. Forcément, ça dépend pas mal de où la ligne grecque s'est rompue. Pareillement, certains récits insistent sur un mouvement décisif de la part de Philippe II contre les Attoniens, motivé mais inexpérimenté. Récit royal nécessaire qui lui donnerait la décision sur la droite. Et d'autres mettent en exergue l'instinct tactique d'Alexandre, dont les mouvements et les charges de rupture auraient amené la décision dans la bataille. Récit potentiellement postérieur pour légitimer Alexandre, qui lui donnerait la décision à gauche. On peut au moins reconnaître que l'armée macédonienne a intégré une forme de coopération entre les armes, quel que soit le récit avancé. A fortiori quand on rajoute l'infanterie légère, mais ça veut pas dire que c'est vrai. En effet, à la fin, ce sont bien les phalanges qui ont fait le travail. Et la cavalerie, on n'est pas sûr. Rien que le doute qui persiste sur la véritable position d'Alexandre à la tête d'une phalange ou bien de la cavalerie montre que cette dernière pouvait ne pas encore être très bien intégrée. En tout cas, on va pouvoir se poser la question suivante. La cavalerie a-t-elle chargé à Chéronée? Et en fait, on va plutôt généraliser. La charge et le choc de la cavalerie étaient-ils possibles à l'époque? À Chéronée, certains insistent bien sur le fait qu'Alexandre aurait chargé le bataillon sacré. D'autres disent que ce bataillon a fait face aux Saris, ceux qui relèvent des phalanges. Reste aussi l'hypothèse d'un encerclement du bataillon sacré qui aurait alors été annihilé, peut-être même par des troupes légères de loin. Ça nous avance pas plus que ça, d'autant plus que les sources sont plutôt postérieures à la bataille, mais on peut se tourner vers quelques résultats archéologiques pour trouver d'autres éléments. En effet, sous la statue de Lion érigée en mémoire de la bataille par les Thébains, plus tard, ils n'ont pas eu l'occasion de commémorer en étant sous le pouvoir macédonien, évidemment. On a retrouvé le squelette de 254 victimes qui depuis ont été rattachées au bataillon sacré. Ils étaient 300, on peut accepter une cinquantaine de fuyards, on va pas épiloguer. Bon, malheureusement, l'excavation n'a pas été faite dans les meilleures conditions, du coup aujourd'hui on considère que la collection n'a plus les ossements que de entre 10 et 18 individus. Bref, c'est pas ouf, mais c'est toujours ça. Et en étudiant les blessures, on a pu observer des traumatismes sur 3 crânes qui n'auraient pu être causés que par un coup d'épée par le haut. Autrement dit, soit les soldats étaient à genoux lorsqu'on leur a porté le coup, soit ces blessures ont bien été faites par des cavaliers. Ce qui prouverait que la cavalerie macédonienne a bien engagé le bataillon sacré et surtout qu'il a réussi à le pénétrer. Bon, évidemment c'est pas énorme, mais c'est toujours une piste. Mais même en ayant dit ça, il faudrait essayer de comprendre comment pouvait bien fonctionner une unité de cavalerie lourde. Car bon, c'est bien gentil, mais à l'époque on n'avait pas d'étrier. Du coup, tenir sur le cheval c'était déjà pas évident, alors je vous raconte même pas quand on donnait un coup de lance. Déjà, on peut introduire une innovation dans la formation de l'unité de cavalerie. C'est la formation en coin. Contrairement à une formation rectangulaire, la formation en coin, en triangle quoi, permettait non seulement d'augmenter le pouvoir de pénétration de la formation, mais surtout, elle donnait la possibilité pour le commandant de l'unité, placé devant, de facilement faire manœuvrer sa troupe, puisqu'il suffisait de le suivre. Bon, pour le pouvoir de pénétration, c'est pas évident, même si les contemporains semblent l'affirmer, mais pour la manœuvrabilité, ça c'est sûr. De toute manière, bien des traités soulignent la difficulté de faire tourner un rectangle de quelques degrés, alors que la formation en coin, elle, était efficace. On peut même parler de la formation en losange, en diamant ou en rhomboïde que les Thessaliens utilisaient avant les Macédoniens et sur laquelle visiblement ces derniers se sont basés pour leur propre formation. T'es sûr de vouloir en parler ? Pourquoi ? Parce que c'est un gentil délire quand même le rhomboïde. Oh allez, ça peut pas être si terrible. Bon ok. La formation thessalienne en rhomboïde, à l'image de la formation en coin, permet de suivre un meneur facilement, mais rajoute également la possibilité de tourner de 90 ou 180 degrés avec grande facilité tout en conservant un meneur. Elle donne également une meilleure couverture au flanc et à l'arrière. Mais l'organisation du diamant est tout sauf évidente. Chez Asclepiodotus et Aélian, on trouve 4 possibilités.
par rang et par file, où les cavaliers sont alignés comme sur une grille, par rang mais pas par file, où les lignes sont bien présentes mais où les cavaliers alternent en présence et absence sur une même colonne. Symétriquement, on a la formation par file mais pas par rang. Et enfin, ni par rang ni par file, où les cavaliers alternent présence et absence sur chaque ligne et chaque colonne. Ça sert à quoi? On ne sait pas trop, mais voilà. En tout cas, n'oublie jamais que quand on parle formation, c'est vraiment réfléchi. Mais attends, du coup la formation en coin macédonienne c'est organisé comment? Il n'y a pas les mêmes questions d'alignement? De ce qu'on sait, la formation en coin, c'est la moitié d'une formation en diamant par rang et par file. Ok, donc la plus simple. Et note bien qu'il n'est pas impossible qu'Alexandre le Grand ait fini par adopter cette formation en diamant durant sa campagne en Perse, mais ça c'est une autre histoire. Ok, mais bon, ça nous avance pas beaucoup plus sur notre question. Ils arrivaient à charger ou pas? Eh bien malheureusement, on ne peut pas répondre à la question de manière certaine. Ah bah tiens, ça m'aurait étonné que tu donnes enfin une réponse nette. En effet, on considère que charger une unité d'infanterie armée de lances bien en place est impossible. Notamment du fait de l'instinct du cheval qui, face à une formation hérissée, s'arrêterait ou se détournerait par réflexe. Ceci étant, on peut soulever plusieurs points qui vont à rebours de cette interprétation. Déjà, notre considération sur l'impossibilité de charger une formation de piquier bien en place est clairement influencée par notre vision moderne des formations de piquier des XIVe, XVe et XVIe siècles. Or, ces formations étaient clairement entraînées pour recevoir des charges. Elles plantaient leurs piques dans le sol et formaient un vrai mur. Et rien ne montre de tels comportements chez les hoplites, armés de lances plus courtes et utilisées à une seule main, et qui n'étaient pas du tout habitués à un tel emploi de la cavalerie, ce qui relativise la formation hérissée. Deuxièmement, l'argument de l'instinct du cheval peut être également utilisé dans l'autre sens. En effet, le cheval est certes craintif, mais il vit également en harde, en troupeau, avec une structure hiérarchique très marquée à l'état sauvage. On trouve ainsi des chevaux dominants et des chevaux dominés. La nécessité pour un cheval d'appartenir à un groupe social pour survivre fait que ce dernier accepte sa position dans la harde. Un troupeau est ainsi souvent mené par un cheval dominant et surveillé à l'arrière par un autre cheval dominant. Et les Macédoniens semblent en avoir pleinement conscience. En plaçant des chevaux dominants à l'avant et à l'arrière de la formation en coin, il leur était possible de réemployer cet instinct de la harde à leur avantage. Ajoutez-y l'entraînement des chevaux, forcément tournés vers leur futur emploi, ainsi que la relation entre la monture et le cavalier, qui était centrale selon les contemporains. Enfin, et pour pouvoir aborder la mécanique possible du choc dans la cavalerie macédonienne, il faut bien noter qu'une charge n'était pas menée à plein galop. Au contraire, la formation en coin devant être maintenue, elle était certainement menée avec une très grande maîtrise de la vitesse et une accélération tardive. Certains historiens proposent même qu'elle était menée au pas, chaque rang de cavalier devant tuer son vis-à-vis pour permettre la pénétration de la formation. En profitant de la longe de sa xystone, plus longue que la lance des hoplites, le cavalier de tête devait donc tuer un homme pour pouvoir avancer et permettre au rang suivant de frapper, et ainsi de suite. Mais ce scénario semble peu probable, car le cavalier est mis en danger en étant réduit à avancer au pas et péniblement. Aussi, à nouveau, il nous faut parler du choc moral d'une charge de cavalerie. Contrairement à l'époque moderne, où les piquiers et les fusiliers pouvaient avoir une certaine habitude à gérer la cavalerie, Et dans les faits, on observe aussi à cette époque des unités qui se défendent avec la seule menace d'une charge. les hoplites de l'époque n'étaient en rien préparés à faire face à une cavalerie lourde cherchant visiblement le contact. Entre le brouhaha des chevaux, les xistoïs et la perspective d'un choc très lourd avec le cavalier et le cheval, on peut vraiment faire l'hypothèse d'un débandage d'une unité avant le choc. Et même sans parler de fuite, une ouverture pouvait se former presque instinctivement pour éviter la pointe de la formation en coin, rendant la pénétration de cette dernière plus facile. On aurait alors un mouvement de ce genre, où les hoplites ouvriraient leur formation en avance, ne menaçant plus les chevaux de pointe et laissant le coin s'enfoncer. Au-delà du premier choc, sûrement déjà meurtrier et fatal à la formation, les cavaliers pouvaient ensuite dégainer leur épée et combattre au contact des hoplites déboussolés, ou bien lancer une poursuite. En fait, à l'image du choc hoplitique, il est très difficile de s'imaginer l'impact réel pour les hommes sur le terrain d'une charge de cavalerie. Ainsi, il est tout sauf impossible que cette dernière ait pu exister sans avoir à faire peser tout le poids sur la lance, à l'image des chevaliers du XIe siècle et leur charge à la lance couchée,
qu'il ne faut en rien rapprocher à la cavalerie macédonienne. Rien qu'en cherchant le choc, les cavaliers pouvaient créer la brèche nécessaire à leur avancée, qui devait mener très rapidement à l'effondrement de la formation adverse. À travers un certain nombre d'innovations, tant dans le matériel que dans la formation, les Macédoniens ont cherché à créer une cavalerie tendant vers le choc. Que ce dernier ait été moral ou physique importe finalement assez peu. À la fin, Philippe II et Alexandre auront su faire de cette cavalerie une option tactique de choix. Au point qu'elle s'invite dans les récits de la bataille de Chéronée. Et si nous ne savons pas si elle a eu un réel impact sur cette bataille, elle aura d'autres occasions, comme à Gaugamel, que vous pouvez relire à travers cette interprétation. Et bien entendu, nous sommes loin d'avoir fait le tour de toutes les options tactiques des Macédoniens ou sur les différents emplois de la cavalerie dans la Grèce de l'époque. Infanterie légère, cavalerie légère, couverture de la cavalerie par de l'infanterie, oserais-je un jour parler des phalanges macédoniennes? Bref, un jour peut-être nous y reviendrons. Aujourd'hui, suffisons-nous de ces nouvelles considérations sur le choc et son potentiel emploi dans la Grèce de l'époque. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, je remercie Rémi Saou pour son aide sur la bibliographie et pour les relectures, et je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée.